Je vais passer tout de suite la parole à Sundou Sassouni, qui est manager responsabilité sociale globale et directrice du projet Devoir de vigilance au groupe Decathlon. Et donc, il va nous présenter le travail qu'a élaboré Decathlon autour de son plan de vigilance qui a été publié en décembre dernier. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis moi-même une fidèle du cycle, donc ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous tout ce que la loi Devoir de vigilance nous a apporté chez Decathlon. On considère vraiment cette loi comme une vraie opportunité pour pouvoir progresser et continuer à agir sur le terrain. Je vais essayer de vous l'expliquer à travers donc ma présentation. Je commence tout d'abord par vous expliquer qui on est chez Decathlon, parce que c'est très important, vous le verrez par la suite, à propos de notre identité. Tout d'abord, le sens. Le sens, c'est vraiment quelque chose qui nous anime depuis la création de l'entreprise en 1976. Ce sens, c'est vraiment rendre accessible le plaisir, les bienfaits du sport au plus grand nombre. Ce sens a été légèrement modifié dernièrement, depuis quelques semaines, où on a rajouté le mot durablement. C'est quand même quelque chose de très important parce que ce sens nous rassemble tous chez Decathlon, et le mot durabilité, justement, ou durablement, va vraiment mettre le développement durable au sens des actions de chacun de nous. J'ai parlé du sens, mais il y a aussi un autre point commun qui sont les valeurs. Donc les valeurs de responsabilité et vitalité. Alors la vitalité, forcément, puisque c'est une entreprise d'équipements sportifs, de distribution, mais vous allez le voir par la suite, de production d'équipements sportifs. Donc nous sommes pour la majorité des sportifs, et cette vitalité fait vraiment notre différence. Et bien entendu, la deuxième valeur, qui est la responsabilité, est très importante. Pourquoi? Parce que nous avons un management chez Decathlon qui est extrêmement poussé vers l'autonomie de chacun dans ses décisions. Donc la notion de responsabilité est extrêmement importante pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions dans le cadre de cette autonomie. Voilà pour l'identité. On va passer maintenant aux chiffres, pour que vous ayez une idée un petit peu des activités. Comme vous le savez peut-être, Decathlon est un distributeur d'articles de sport, mais nous sommes aussi concepteurs et producteurs, on va y venir par la suite. Nous sommes aujourd'hui 82 000 personnes dans le monde, avec une présence importante forcément en Europe, notre zone historique de distribution, mais une deuxième zone qui est en train de bien se développer, donc la zone Asie. Les activités maintenant, comme vous pouvez le voir, on est présent à l'international de deux façons différentes, soit à travers nos magasins et donc la partie distribution, soit de façon indirecte au niveau de la production. Indirect et direct, vous allez le voir par la suite, parce que même si nous produisons chez des fournisseurs, nous avons quand même des équipes de production qui sont en charge du management de ces fournisseurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des zones de distribution et production. Les chiffres économiques ou les chiffres globaux de l'entreprise, nous touchons aujourd'hui 250 millions d'utilisateurs sportifs de par le monde. Nous avons ouvert 1352 magasins. Ces magasins, il faut bien les alimenter. Alors, on parle de magasins, mais nous avons aussi les formes de vente digitale, bien entendu, dans plusieurs pays. Et pour pouvoir livrer tous ces magasins, nous avons des entrepôts et des plateformes, au nombre de 58 aujourd'hui dans le monde. Et bien entendu, tout ça n'est pas possible si on ne conçoit pas et ne produit pas nos produits. Comme vous le savez, nous avons nos propres marques chez Decathlon, qui s'appellent aujourd'hui les sports signés, puisque nous avons développé depuis à peu près 3 ans une stratégie très poussée autour de l'utilisateur, qu'on appelle user-centric. Excusez-moi, je vais utiliser pas mal de mots en anglais. Et donc ces sports signés sont au nombre de 69. Ils sont majoritairement basés en France, mais nous commençons à avoir de plus en plus de sports signés à l'international. J'ai en tête notamment le sport signé FLX autour du cricket, qui est basé en Inde.
Donc nous avons parlé, tout ça c'est nos propres activités, mais ensuite nos activités indirectes, donc c'est la partie production. Nous travaillons aujourd'hui avec à peu près 1000 fournisseurs de rang 1 de par le monde. Je vous expliquerai par la suite la définition de rang 1 chez Decathlon. Et dans ces 1000 fournisseurs, nous en avons 35 qui sont nos partenaires. Juste pour rappeler, les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont des chiffres de l'année 2017, de l'exercice de l'année 2017, puisque ceux de 2018 sont en cours de consolidation actuellement. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi 35 fournisseurs partenaires. Et à l'époque où on finalisait ces chiffres, 13 autres partenariats étaient en cours de construction. Voilà, c'est une stratégie aussi qu'on essaie de pousser, je vous l'expliquerai par la suite. Là, je vous ai mis quand même tous les chiffres autour de nos magasins dans le monde pour que vous ayez une idée de notre développement pays par pays. Et bien entendu, les chiffres économiques, à fin 2017, nous avons réalisé 11 milliards d'euros hors taxes. Les enjeux de développement durable. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais nous produisons un rapport développement durable depuis 2013 qui reporte sur toutes nos activités et toutes nos actions développement durable à travers la chaîne de la valeur. Ces rapports sont toujours centrés autour de ces enjeux, les enjeux sociaux, donc principalement ce qui concerne nos coéquipiers, organisation du temps de travail, leur santé, sécurité, la formation, la diversité, le partage de la valeur. Les enjeux sociétaux, alors particulièrement autour de la supply chain, puisqu'on parle beaucoup de conditions de travail, de droits de l'homme, mais vous allez le voir par la suite, et grâce au devoir de vigilance, où on va essayer justement d'élargir tout ça, plus seulement sur la partie amont, mais aussi aval. Les enjeux environnementaux, alors bien entendu le changement climatique, c'est aujourd'hui, il faut le savoir, chez Decathlon, c'est un de nos plus gros indicateurs, puisqu'on calcule aujourd'hui l'impact CO2 de Decathlon au global. Ensuite, la pollution. Pareil, je vous expliquerai par la suite comment cette partie-là va venir s'appliquer au niveau de la production. La toxicité des produits chimiques, idem, on le traite aussi au niveau de la supply chain, et la gestion des déchets. Et bien entendu, au final, les enjeux économiques, notre sens, rendre le sport accessible au plus grand nombre, c'est bien en lien avec le pouvoir d'achat des utilisateurs. On met aussi beaucoup d'efforts à faire évoluer et progresser les conditions de rémunération chez nos fournisseurs, puisque nous avons de plus en plus de relations long terme avec nos fournisseurs. Je vous ai parlé de la stratégie de partenariat, mais nous avons aussi plusieurs fournisseurs avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. On commence même à piloter cette notion de relation long terme chez ces fournisseurs. Et bien entendu, d'autres enjeux comme la transformation digitale et toute la partie omnicanal. Donc voilà pour les enjeux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la responsabilité en production. Pourquoi on l'appelle responsabilité en production? Puisque ça fait vraiment référence à notre valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour que vraiment la connexion se fasse au niveau de tous nos coéquipiers, de se dire ok, je suis responsable dans mes actes, à bien prendre en compte les impacts sur les hommes et sur la planète dans toutes mes décisions. Je vais commencer par un petit historique rapide. En fait, cette approche, elle est née chez Decathlon en 2003, 2002-2003, hein, parce que c'était à cheval sur les 2 ans, où nous avons mis en place la première charte sociale, qui est inspirée de SA 8000, du standard SA 8000, des 8 conventions de l'ILO et de l'OIT, pardon, et des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme. Donc cette charte sociale permettait d'avoir un cadre pour les fournisseurs avec qui nous étions en relation, et elle était appliquée à travers des évaluations sociales plutôt réalisées en externe. En 2010, nous avons pris la décision d'internaliser ces audits. Alors ça a été très challengeant parce qu'en externe, on nous demandait toujours oui, mais est-ce qu'il y a assez de neutralité, etc. Mais je peux vous dire que nous, on l'a fait vraiment pour mieux comprendre et mieux accompagner nos fournisseurs pour progresser. Et aujourd'hui, on voit vraiment les résultats, puisque
on s'est tous saisis de ce sujet et on travaille vraiment avec nos fournisseurs pour faire progresser les choses. Alors que quand c'était fait en externe, on n'était pas forcément très impliqués. Ça, c'est vraiment les évolutions en interne. Et en externe, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Naïla les a citées tout à l'heure, on a cité quelques-unes tout à l'heure. Les évolutions autour de la hard law. Et comme vous savez, comme étant une grosse entreprise, nous étions à chaque fois concernés. Donc la première loi, c'est le California Transparency Act, donc c'est une loi américaine de l'État de Californie principalement, qui nous demandait d'être transparents sur notre chaîne d'approvisionnement et de communiquer, d'expliquer ce que nous faisions pour combattre le travail forcé et le trafic humain. En 2011, Naïla en a parlé tout à l'heure, donc les principes directeurs des Nations Unies. 2013, tout le monde s'en souvient, le drame du Rana Plaza, qui a quand même été vraiment un accélérateur de ce cadre législatif. En 2013 encore, le rapport du PCN français sur la mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE dans la filière textile-habillement, qui était très intéressant parce qu'il donnait énormément d'exemples et de bonnes pratiques voilà, qu'on a pris en compte. En 2015, le UK Modern Slavery Act, encore une loi autour du travail forcé, qui, je sais que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un organisme pour effectivement surveiller le suivi de cette loi en France? Effectivement, en Grande-Bretagne, c'est un petit peu le cas, donc il y a un suivi des plans, un suivi des actions, de l'amélioration. Donc c'est pareil, nous on a une grande veille sur un petit peu l'évolution du UK Modern Slavery Act et tout le système de management qu'il y a autour. Donc toutes ces évolutions-là nous ont aussi voilà, poussé à nous remettre en cause et à nous dire, ben voilà, maintenant il va falloir qu'on retravaille tout notre cadre. Donc on a retravaillé le code de conduite pour les fournisseurs, pour que ça ne soit plus uniquement axé sur le social, mais que ça prenne aussi la partie environnementale et bien entendu les nouveaux enjeux comme le travail forcé. Et comme vous pouvez le voir, la partie environnementale, c'est ce qu'on appelle le projet Greenway, je vous en parlerai un peu plus par la suite. En 2017 aussi en externe, donc voilà, la mise en place de la loi devoir de vigilance. Et en 2018, pour nous en interne, nous avons communiqué le premier plan. J'essaie d'aller vite. Alors, je voulais quand même vous parler de notre organisation des procédés industriels. Pourquoi? Pour que vous ayez bien en tête que Decathlon n'est pas seulement, ne produit pas seulement dans le secteur textile, chaussures. Nous avons aussi plusieurs autres secteurs industriels, comme le plastique, comme le métal, la nutrition. Donc, c'est ce qui rend aussi les choses assez complexes dans le management, puisque nous devons avoir les mêmes codes, les mêmes grilles d'évaluation pour des secteurs industriels, des fois très très différents et avec des maturités de fournisseurs très très différentes. La politique d'achat. Alors, tous ces produits que l'on conçoit, nous avons bien besoin de les produire. Alors, comment ça se passe aujourd'hui chez Decathlon? Donc, la production se fait chez 1090 fournisseurs de rang 1, je reviendrai plus tard, dont 35 partenaires. Mais nous avons aussi 10 sites en propre. Ces 10 sites sont en fait destinés à nous approprier les méthodes de production, de développer les bonnes pratiques, que ce soit au niveau industriel, mais au niveau du management des hommes, de travailler sur l'amélioration continue. Et en fait, le but, après, c'est bien de partager toutes ces bonnes pratiques avec nos partenaires, d'abord. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon slide. Voilà. Avec nos partenaires d'abord, et par la suite, voilà, le partenariat est une stratégie qui est en train d'évoluer. Notre vision aussi, c'est bien de massifier nos achats pour pouvoir travailler sur le long terme avec nos fournisseurs. Les fournisseurs rang 1 et rang 2, juste une petite remarque là-dessus. Il faut savoir que le rang 1 chez Decathlon n'a pas forcément la même signification qu'en externe, puisque le rang 1,
pour nous est tout fournisseur avec lequel nous avons une relation contractuelle d'achat. Donc ça peut être un fournisseur assembleur, mais ça peut être aussi un fournisseur de composants ou de semi-finis. Il faut savoir que de plus en plus, et vous allez le voir par la suite, les procédés industriels dont j'ai parlé tout à l'heure vont aller développer et travailler avec des fournisseurs de composants. Donc on intègre en profondeur la chaîne de valeur. Les 314 fournisseurs de rang 2 sont effectivement des fournisseurs avec lesquels nous n'avons pas de contrat d'achat, mais ce sont des fournisseurs que l'on manage sur les questions de responsabilité. Pourquoi? Parce que ce sont, bien sûr, des fournisseurs stratégiques, mais aussi des fournisseurs avec les risques concernés. Par exemple, vous allez le voir sur le projet Greenway notamment, où on va parler de pollution. Bien entendu, on va aller auditer des tanneries, on va aller auditer des entreprises de teinture, etc. La stratégie partenariat, ça c'est quelque chose de très très important pour nous et sur laquelle on a une vision qui est extrêmement ambitieuse puisque on souhaite en 2023 placer 80% de nos volumes d'achat chez nos partenaires. Qu'est-ce qu'ils ont de du coup, juste sur les choses importantes, donc voilà sur la stratégie, le partenariat pour moi fait partie de réponse. On a aussi la partie compétences, développement durable, donc les bureaux de production. Il faut savoir que aujourd'hui, notre implantation au niveau de la production, en fait, se fait à travers nos bureaux de production. C'est-à-dire que nous avons des équipes de production dans la majorité des pays où on produit, qui sont aujourd'hui autour de 43 bureaux de production. Pourquoi c'est important? Parce que nos équipes sont tous les jours sur le terrain avec nos fournisseurs. Donc nous avons une présence physique dans les usines. Ces équipes de production travaillent avec les acheteurs, avec les équipes développement durable qui sont aussi présentes localement. Ces équipes de développement durable sont au nombre de 25. Et ces équipes de développement durable et ces équipes de production sont aussi formées sur ces enjeux. Il y a aujourd'hui plusieurs formations. Une première qui est pour toute personne travaillant ou visitant une usine. Une formation pour animer le progrès, c'est-à-dire de travailler sur les plans d'action avec les fournisseurs suite aux évaluations. Et une formation pour auditer et évaluer, qui est destinée aux responsables développement durable ou aux auditeurs missionnés. Je ne vais pas développer plus que ça. Le cadre de jeu, le code de conduite, celui qu'on a rafraîchi en 2017, qui reprend les grands thèmes connus sur les droits de l'homme, la conformité légale, santé, sécurité, management environnemental, mais aussi les matières responsables sur lesquelles on souhaite vraiment, vraiment travailler. Quand on dit responsable, c'est que ce soit au niveau social ou environnemental. Les fournisseurs. Alors, ce code de conduite, il est inclus et signé dans le contrat avant l'ouverture. Et les évaluations dont on va parler par la suite sont réalisées avant l'ouverture. Le déploiement du code de conduite se fait par les grilles d'évaluation, se fait par certains engagements sur lesquels qu'on demande à nos fournisseurs sans forcément les contrôler, mais aussi à des projets, on va en parler plus loin, sur par exemple le travail forcé. Notre grille d'évaluation de responsabilité humaine en production sur la partie sociale, avec les thèmes classiques, où nous de notre côté on met quand même un peu plus de moyens aussi sur la gestion de produits chimiques. La signification et les évaluations, comme on les réalise, et la signification de nos niveaux, des résultats des évaluations par niveau de risque. Comme vous pouvez le voir, parce que vous parliez tout à l'heure sur le plan de vigilance, on nous demande aussi de remédier. Nous, c'est systématiquement un plan d'action correctif qui va creuser les causes racines et travailler sur le système de management. À chaque fois, on demande aux équipes de bien s'engager là-dessus et de l'animer, le suivre au niveau du fournisseur. La partie environnementale, principalement autour de la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Pareil, le même escalier de risque et pareil, les plans d'action correctifs à chaque fois avec un suivi des équipes. Les enjeux croissants, le travail forcé, forcément avec tous les mouvements migratoires dans le monde, avec la vulnérabilité qu'apporte la digitalisation et la robotisation,
et bien entendu le changement climatique. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire sur le travail forcé? Alors, on a déjà quelques petites choses dans la grille d'évaluation, mais comme vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement complexe à évaluer. Donc, on va d'abord passer par un e-learning qui va être déployé au global, chez nous et chez nos fournisseurs. Et ensuite, on va lancer un projet pilote, notamment avec l'organisation Vérité, pour mieux comprendre comment se passe une investigation et décider à ce moment-là ou comment le déployer. La partie changement climatique, alors là, on est plutôt sur mesurer, réduire et remplacer. Mesurer, on a mis en place des choses en 2018. Sur 116 sites de nos fournisseurs aujourd'hui, ils ont commencé à piloter le CO2 sur le système Resource Advisor de Schneider. On a lancé 2 pilotes sur l'efficacité énergétique pour réduire justement cet impact. Et il y a aussi un nouveau projet autour des énergies renouvelables chez nos fournisseurs, à savoir que dans nos propres magasins, nous avons déjà un gros engagement autour de ces énergies renouvelables. Le devoir de vigilance, puisque c'est l'objet du jour, qu'est-ce que ça nous a apporté? Alors, nous, comment on présente les choses au niveau interne? Donc, il a fallu aussi communiquer de ce que va nous apporter le devoir de vigilance par rapport à une démarche qui était déjà là, et qui était plutôt bien avancée et sur laquelle on veut continuer à construire. Il a fallu communiquer effectivement en interne sur le devoir de vigilance et nous on l'a vraiment pris comme une roue PDCA. En fait, clairement, c'est une roue d'amélioration continue qui, voilà, donc, comme Naïla l'a expliqué tout à l'heure, qui va nous aider à identifier et prioriser nos risques, à les manager, à piloter ce management, à avoir ce mécanisme d'alerte qui est aussi une façon de récupérer de l'information et de pouvoir derrière l'insuffler dans l'analyse de risque suivante, et de reporter et communiquer, et ça c'est très important puisque reporter, communiquer, ça nous engage. Ça c'est aussi un point important sur lequel je souhaite revenir, c'est que pour nous le plan de vigilance, on ne va pas communiquer des choses qui ne sont pas encore appliquées. En fait, nous allons communiquer soit en expliquant bien que c'est un projet et qu'on le démarre et que voilà, il faut qu'on regarde comment ça avance, mais on ne dira jamais qu'on fait quelque chose alors que ce n'est pas encore appliqué sur le terrain. Surtout quand vous voyez notre développement à l'international, c'est assez complexe, il faut laisser le temps pour que ça s'applique, il faut aller vérifier et contrôler et piloter que tout est bien appliqué, donc ce n'est pas très simple. Et comme je le disais, donc nous prenons vraiment ce devoir de vigilance comme étant un outil de management. Donc il faut aller voir toutes les activités concernées et mettre en place des systèmes. Et vous allez le voir par la suite dans ce qui est prévu. La première étape sur le devoir de vigilance a été tout d'abord de bien structurer et muscler notre analyse de risque. Donc nous nous faisons accompagner aujourd'hui par l'organisme AFNOR pour mettre en place une analyse de risque inspirée de l'ISO 31000. Donc vous pouvez voir ici, et qui pour moi a une valeur ajoutée supplémentaire, puisque au-delà des causes et donc de la partie prévention, elle va nous aider aussi à identifier les conséquences et à voir les systèmes de rémédiation. Cette analyse de risque, effectivement, en tout cas cette méthodologie, nous l'avons utilisée en 2018 pour justement faire une sorte d'évaluation de notre système existant et voir toutes les améliorations qu'on peut apporter. Sur le global, donc, ce qui est prévu en 2019, c'est de lancer l'outil d'alerte, puisque nous avions des alertes à travers les médias sociaux, à travers nos sites internet, par mail, etc. Mais nous n'avions pas quelque chose de structuré et surtout de confidentiel et neutre. Donc nous allons avoir un outil d'alerte externe, en fait, géré par une autre société externe, et commun aussi à la loi Sapin 2. Et au fur et à mesure, nous allons implanter en fait, physiquement, avec des posters, de la formation, etc., chez 10 sites partenaires en 2019 pour pouvoir déployer par la suite de façon plus large. Le deuxième point d'amélioration qui a été détecté est bien de structurer la gestion de crise, spécialement bien sûr autour des sujets développement durable, mais pas que. Sur les achats de production, les pistes d'amélioration qui ont été identifiées,
c'est tout d'abord d'intégrer la partie catégorie management, c'est-à-dire d'avoir un management plus poussé et plus exigeant avec nos partenaires, par exemple. Et en deuxième lieu, formaliser une politique rang 2. Aujourd'hui, comme vous le savez, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons des fournisseurs rang 2 qui ont été identifiés, chez lesquels il y a des risques, mais ce n'est pas encore assez formalisé, et nous souhaitons vraiment le faire par secteur industriel. En 2019-2020, nous continuons le travail sur les matières responsables, parce que pour nous, c'est aussi un secteur sur lequel il y a des risques, comme vous le savez, sur la partie coton, notamment sur les droits de l'homme, mais sur la partie environnementale, sur le polyester, etc. Donc nous avons déjà entamé un vrai travail là-dessus avec des engagements sur le coton, sur le polyester, mais nous souhaitons vraiment aller plus loin et traiter au plus large les matières. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le devoir de vigilance, alors cette loi a été mise en place pour traiter d'abord la supply chain, mais pour moi, il faut vraiment faire un scan de toute la chaîne de la valeur et aller voir aussi toutes les autres activités, que ce soit au niveau de nos fournisseurs, mais nos activités en propre, et aller vraiment de la matière première à la livraison du produit. Et donc c'est aujourd'hui un petit peu la roadmap que nous avons pour les 2 prochaines années. C'est élargir la démarche à toute catégorie d'achats, ou en tout cas les achats bien sûr avec des risques. Et en second lieu, structurer et formaliser les impacts et leur management dans nos activités, dans nos propres activités, que ce soit en interne, par exemple sur les droits de l'homme, sur la partie environnementale. Donc voilà, c'est de vraiment utiliser le devoir de vigilance comme une amélioration de nos systèmes. Encore une fois, c'est vraiment comme ça qu'on le prend en interne. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Sundouz, pour cette présentation. Du coup, les quelques slides que vous avez passés sur votre plan de vigilance ont amené pas mal de questions. Alors, je vais vous les poser tout de suite pour que vous ayez le temps de les détailler. Il y a 2 questions liées. D'une part, la première, c'est comment arrivez-vous à convaincre vos fournisseurs de rang 2 d'intégrer votre stratégie de développement durable ? Et par quels moyens Decathlon intervient dans la validation du fournisseur de rang 2 sans intervenir dans la relation commerciale et juridique entre le fournisseur de rang 1 et de rang 2. Donc 2 questions sur voilà, les moyens que vous avez pour peser sur vos fournisseurs de rang 2 pour qu'ils respectent finalement, qu'ils intègrent cette stratégie de développement durable. Et la deuxième que je vous rappelle, par quels moyens Decathlon intervient, donc peut valider le fournisseur rang 2 sans intervenir dans la relation commerciale et juridique entre le fournisseur de rang 1 et de rang 2. Il y a d'autres questions par la suite. Oui, d'accord. Alors, sur les fournisseurs rang 2, notamment, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est très intégré au niveau du développement. Donc, on intervient quand même de façon indirecte chez le rang 2 pour toute la partie développement ou pour le choix des fournisseurs rang 2. Ça, c'est le premier point. Donc, ça nous permet quand même d'avoir... alors, tout à l'heure, on parlait de relations commerciales établies. C'est pour ça que nous, on va vraiment structurer la stratégie rang 2 ou la politique rang 2 parce qu'on estime qu'on a quelque part une relation commerciale avec ce rang 2 puisque il peut arriver qu'un rang 2 dépende vraiment des volumes d'achat de Decathlon chez le rang 1. Donc, très souvent, et de plus en plus, ces rangs 2, même s'ils ne travaillent pas directement avec nous, dépendent de nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que grâce notamment à cette stratégie de massification qu'on amène au rang 1, on est en train aussi de la pousser au niveau des rangs 2 pour pouvoir aussi maîtriser ces rangs 2 et pouvoir les animer, même de façon indirecte, à travers notre rang 1. Donc c'est vraiment 2 points sur lesquels nous travaillons avec les équipes de production. Voilà, très intéressant, merci. La suite des questions. Alors, il y en a une sur le plan de vigilance que je rapprocherai peut-être de celles qui ont été adressées à Frédéric Amiel précédemment, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Donc, j'y reviendrai pour continuer un peu avec Sundouz. Les fournisseurs type transporteurs, prestataires de services, les achats dits indirects, sont-ils pris en compte dans les 1000 fournisseurs de rang 1 chez Decathlon ?
Non, justement, aujourd'hui, c'est tout le travail dont j'ai parlé, c'est les autres activités d'achat sur lesquelles, moi personnellement, en fait, c'est vraiment ma mission pour la suite, puisque je vais bientôt transférer cette activité autour des achats responsables à quelqu'un d'autre. Et donc, je vais vraiment me recentrer aussi sur ces autres achats qu'on fait au niveau des magasins, au niveau de l'informatique, au niveau du transport international, du transport routier, parce que nous savons tous que les droits de l'homme, les problématiques droits de l'homme existent aussi sur ces activités-là. Et donc c'est très important de ne pas les oublier et bien sûr de ne pas tous les traiter parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on va devoir prioriser, ça c'est sûr, mais en tout cas de les traiter. Merci. Alors une question extrêmement importante et qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'ONG ayant travaillé sur cette loi, avez-vous dans votre devoir de vigilance un outil permettant aux victimes de violations des droits de l'homme de porter plainte par exemple? Ça me tient d'autant plus à cœur que donc Frédéric a présenté 2 éléments centraux du plan, de l'obligation contenue dans le plan de vigilance dans sa présentation. Il y a un 5e élément qui est la question des mécanismes d'alerte, donc qui fait partie de l'obligation contenue dans la loi. Donc voilà, la question à Décathlon, avez-vous dans votre devoir de vigilance un outil permettant aux victimes de violation de porter plainte? C'est celui dont j'ai parlé dans le dernier slide, donc c'est l'outil d'alerte dont j'ai parlé dans le dernier slide, sur lequel qu'on va avoir sur un format digital, mais qu'on va implanter physiquement dans les usines. C'est-à-dire avec des posters, de la formation au niveau des travailleurs dans les usines pour leur expliquer la démarche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avoir un outil d'alerte sans l'expliquer, sans convaincre les personnes qu'ils peuvent y aller, que c'est confidentiel, qu'ils sont protégés, etc., pour moi, ce n'est pas suffisant, juste de mettre un poster, juste de mettre un lien. Donc on va commencer par ça, on va l'implanter dans 10 usines, avoir les bons enseignements aussi pour pouvoir le déployer de façon optimale. Et concrètement, est-ce que vous avez déjà une idée de la façon dont va se faire l'alerte entre le niveau où se passe la violation et la direction Oui, tout à fait. En fait, l'outil d'alerte, on a déjà l'outil d'alerte, on a déjà acheté la solution. On est en train de former les équipes qui vont gérer les situations d'alerte, de mettre en place les synopsis de gestion d'alerte, qui va faire quoi en fait, de définir les rôles, les investigations. Alors, il faut savoir que les alertes, c'est pas nouveau pour nous. En fait, on les recevait avant d'avoir l'outil, on les recevait d'autres façons dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, par mail, etc. Et donc, à chaque fois, nous les avons traités par des investigations sur le terrain, avec des ONG locales sur certains sujets, par exemple le travail forcé, où nous avons besoin d'aller un peu plus loin dans les communautés, aller voir les ONG locales, aller voir les syndicats locaux. Et dans ces cas-là, on faisait vraiment une investigation un peu plus large qu'un audit social. Donc nous avons l'habitude déjà de traiter ces alertes, c'est juste que là on va avoir un outil qui va permettre de protéger les lanceurs d'alerte, leur anonymat et surtout de pouvoir leur apporter une réponse sans que nous on intervienne en fait dans la boucle. Ce qui est aussi demandé, comme vous le savez, dans la loi Sapin 2. Donc on va vraiment être dans le même cadre. Bien, merci beaucoup Soundous pour cette présentation. Je vais avoir la difficile tâche de ne choisir qu'une des 4 dernières questions qui ont été posées. Cela dit, on pourra y répondre peut-être par ah d'accord, voilà, ou alors on me glisse dans l'oreillette que on peut toutes les poser, quitte à ce que les personnes qui ne peuvent plus n'ont plus temps d'assister puissent se déconnecter. Donc merci et au revoir si c'est le cas. Parmi les notions des questions qui ont fait suite à la présentation de Frédéric et puis qui parlent un peu plus globalement du devoir de vigilance, donc bien sûr Soundous, vous pouvez également y répondre. Frédéric, il y avait 2 questions liées à ta présentation au début. Pour revenir sur l'exemple de l'épandage, si l'entreprise a identifié les épandages comme étant un risque du plan, mais qu'il y a un problème au niveau de l'un des fournisseurs, que se passe-t-il? Je vous propose peut-être de vous poser les 4 questions si ça vous convient et voir de quelle manière vous voulez y répondre l'un et l'autre. Donc, oui, du fait qu'on identifie l'épandage comme un risque dans le plan, mais qu'il y a un problème au niveau du fournisseur. Il y a une qui est quelles répercussions sur les PME, quelles bonnes pratiques mettre en place de manière volontaire pour anticiper d'éventuelles évolutions du seuil d'éligibilité. Bon, ça c'est effectivement une question plus vaste puisque l'obligation de vigilance ne s'adresse pas aujourd'hui aux PME, mais elle est essentielle.
Peut-on parler du devoir de vigilance pour une entreprise qui n'a pas de plan de vigilance? Oui, Soundous, on vous entend. Moi, je vais répondre à la dernière question. La plus simple, désolée, parce que j'ai dû quitter la salle, donc j'ai pas forcément écouté les deux premières, hein, désolée. Donc la dernière question à propos de la veille stratégique. Alors aujourd'hui, il faut savoir, moi j'avais prévu dans les slides. J'avais prévu dans les slides en fait de vous montrer notre organisation sur le développement durable. Nous avons en fait une équipe d'experts au niveau de la centrale, on va dire, chacun dans son domaine, hein, que ce soit sur les droits de l'homme, l'éco-design, etc. Et nous faisons énormément de veille. Et nous avons aussi une personne, donc Raël Damam pour ne pas la nommer, qui fait de la vraie veille stratégique sur tous les domaines. Donc ça nous permet vraiment de nourrir notre analyse de risque. Il y a bien entendu ça en interne, mais on se base aussi sur des outils externes. Cette année, notamment sur l'analyse de risque, on s'est adossé à Verisk Maplecroft sur la partie droits de l'homme pour avoir voilà, un visu aussi externe de tous les risques. Mais on a aussi demandé aux responsables développement durable locaux de nous remonter leur propre analyse de risque sur les droits de l'homme et l'environnement dans la supply chain. Voilà. Très bien, merci beaucoup Soundous, on vous laisse si vous devez nous quitter. En tout cas, le plan de Decathlon est désormais en ligne, hein, il fait 13 pages, c'est assez conséquent par rapport à d'autres. Donc voilà, merci à vous. Il nous reste 90% des participants, donc Frédéric, il y a 3 autres questions. Est-ce que je dois les répéter? Non, non, ça va, j'ai noté en même temps. Très bien. Ok. Bon, la première, c'est le plus simple. Sur le risque d'épandage, dans l'exemple que j'ai cité, il ne s'agit pas seulement d'avoir identifié le risque, il s'agit aussi d'avoir pris des mesures d'atténuation, d'une part, et puis d'avoir réévalué le risque régulièrement. Donc il faut toujours répondre à l'ensemble des exigences de la loi. Qu'est-ce que c'est une mesure d'atténuation? Si vous avez identifié que, par exemple, un de vos fournisseurs a déjà été condamné pour ce type d'épandage, etc., à partir où que vous avez vous-même été témoin de ces épandages lors d'une visite de contrôle, si vous êtes devant la justice, il faut que vous prouviez que vous avez pris des mesures. Donc ces mesures, ça peut être de rompre le contrat, par exemple. Vous pouvez arriver en disant, oui, effectivement, il y a eu des épandages en 2016, mais dès octobre 2016, on a cessé notre contrat avec cette entreprise pour cette raison précisément. Donc, notre système de vigilance a fonctionné. Il a fonctionné a posteriori, mais il a fonctionné à ce moment-là. Ça pourrait être une réponse, je ne sais pas si ça suffirait devant un juge, mais ça pourrait être une réponse. Ou le fait que vous ayez engagé avec ce fournisseur des travaux d'aménagement, de bassin d'épandage, etc. Enfin, en tout cas, que vous montriez qu'une fois le risque identifié, vous avez imaginé soit des mesures d'atténuation, soit la rupture du contrat avec l'entreprise citée. À ces conditions-là, effectivement, on pourrait considérer que vos obligations par rapport à la loi de devoir de vigilance sont remplies. Or, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que cette loi crée une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Donc, si vous vous êtes donné tous les moyens pour éviter les atteintes aux droits de l'homme et des atteintes à l'environnement, et que malgré tout, chez certains de vos fournisseurs ou dans certaines de vos filiales, il y a des atteintes, vous aurez à répondre de ces atteintes devant la législation locale, je dirais, mais ce n'est pas la loi de devoir de vigilance qui va s'appliquer dans ce cas-là. Si vous avez bien fait votre plan de vigilance, vous n'aurez pas à rendre de compte par rapport à la loi de devoir de vigilance. En revanche, vous pourrez toujours avoir à rendre des comptes devant les législations locales sur des atteintes à l'environnement ou devant les législations du travail sur des atteintes aux droits du travail. Mais la loi de devoir de vigilance, elle ne crée pas d'obligation de résultat. J'espère que ça répond à la question. Sur l'extension au PME, bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure qu'il faudra peut-être un jour revenir sur la question du lien établi, il faudra aussi évaluer cette question des seuils. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, je dirais, échappent à la loi de devoir de vigilance, alors que, au sens des différents observateurs, elles devraient y être soumises, mais elles passent en dessous des seuils. Et puis il y a aussi la question de toutes les entreprises dont le siège social n'est pas en France, qui aujourd'hui interviennent en France, dont les conséquences des modes de production peuvent être connues d'acteurs français, d'ONG françaises,
de partenaires français qui aujourd'hui n'ont pas de moyens d'agir contre ces entreprises en justice parce qu'elles ne sont pas soumises à la loi de devoir de vigilance. Et puis ça crée, c'était la conclusion de ma présentation que je n'avais pas pu faire, ça crée une forme de distorsion. C'est-à-dire que la France est très en avance aujourd'hui avec cette loi de devoir de vigilance sur la quasi-totalité des pays du monde, même s'il y a quelques législations intéressantes aux États-Unis ou en Australie aujourd'hui. Et donc bien sûr qu'à terme, il faudra des législations équivalentes, non seulement au niveau du droit communautaire, au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et bien sûr, tout le monde, tous les acteurs concernés ont les yeux tournés vers les négociations en cours au niveau européen, au niveau international, puisque c'est ça qui créera aussi des conditions égalitaires entre les différentes entreprises, y compris les PME, y compris les entreprises moyennes, etc. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question sur le fait de ne pas avoir de plan de vigilance. C'est dans le sens que ça se passe. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont une obligation, ont un devoir de vigilance qui est créé par cette loi, en tout cas les entreprises qui sont concernées par la loi. Et donc, dans le cadre de ce devoir, elles doivent mettre en place un plan de vigilance. Si elles ne mettent pas en place de plan de vigilance, elles ne répondent pas à leur devoir et donc elles sont en infraction avec la loi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Disons que dans le cadre de cette loi, c'est l'obligation, elle est bien de dresser un plan et de le mettre en œuvre et de l'évaluer. En effet, ensuite, pour les entreprises qui ne sont pas concernées par le plan, elles sont concernées par l'obligation de vigilance, qui est une obligation du coup non contraignante, en vertu, par exemple, des principes directeurs des Nations Unies, mais aussi des principes directeurs de l'OCDE, donc avec voilà, un tas d'initiatives, de guidelines sur lesquelles une entreprise peut se baser pour établir une obligation. Frédéric, j'ai une dernière question. Les juges ont-ils, et je vous propose qu'on close ensuite cet échange, les juges ont-ils toutes les compétences requises, alors également en matière de droit de l'environnement, pour juger, je suppose, du manquement à l'obligation? Oui, les juges ont-ils toutes les compétences requises? Les juges, alors peut-être que non. On va le voir avec éventuellement les premiers cas. En tout cas, l'idée de la saisine du juge, c'est ensuite de mener tout un travail d'enquête avec des experts associés, dont on imagine, on espère, qui vont s'élargir à la société civile, à des juristes, à des économistes, un tas de personnes qui ont les compétences, qui vont pouvoir appuyer le juge dans son travail. Ce que le juge va faire, et pour le coup il en a les compétences, c'est voir dans quelle mesure l'entreprise a manqué à son obligation contenue dans la loi. Donc comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est pas tant le risque en soi, ou la violation en soi qu'il va juger, mais si cette violation résulte du manquement par la multinationale, de l'obligation qui lui incombait dans le cadre du texte de loi. Voilà, j'espère que ça répond à sa dernière question. Un grand merci à toutes et tous pour cette participation très active et ces questions vraiment très intéressantes. Je vais voir s'il est possible peut-être de vous adresser une série de liens. Je vous engage à vous rendre sur les sites web de nos associations, le collectif éthique sur l'étiquette, mais également les Amis de la Terre, le CCFD Terre Solidaire, ActionAid France, Amnesty, Sherpa, aussi une association de juristes sur lesquels vous retrouverez nos analyses du texte de loi, des obligations, les manquements à notre avis de cette loi et également tous les éléments qui se déroulent au niveau européen et international pour que cette obligation concerne l'ensemble de l'activité économique. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée.